Imaginez la Guyane française en 1967. Une terre de mystères, de jungles impénétrables et de secrets enfouis sous des mètres de végétation tropicale. C'est dans cette forêt vierge qu'un biologiste brillant, passionné par la nature, a disparu sans laisser de traces. Pendant 25 ans, sa famille a attendu. 25 ans de silence. 25 ans de questions sans réponse. Puis, un jour, son fils, devenu adulte, décide de retourner dans cette jungle impitoyable. Et ce qu'il découvrira là-bas allait changer à jamais la compréhension de cette affaire qui avait hanté la Guyane française. Si vous aimez les histoires de disparitions mystérieuses, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Et dans les commentaires, dites-moi vos théories sur ce qui s'est réellement passé le 17 septembre 1967. Restez avec nous pour découvrir l'une des plus étranges disparitions de la Guyane française. Il s'appelait Dr Armand Leclerc. Né le 4 novembre 1935 à Cayenne, Armand était un biologiste de renom, à une époque où l'étude de la forêt tropicale fascinait encore les esprits européens. Mesurant 1,80 m, avec une chevelure brune commençant à grisonner aux tempes, Armand possédait ses yeux bleu-gris perçants qui semblaient toujours observer, analyser, comprendre le monde autour de lui. C'était un homme maigre, presque ascétique, avec des mains longues et fines. Les mains d'un chercheur. Armand avait consacré sa vie à l'étude de la biodiversité amazonienne. Il avait obtenu son doctorat en biologie à Bordeaux en 1959, puis s'était volontairement exilé en Guyane française, cette terre lointaine où la science pouvait encore faire des découvertes révolutionnaires. À l'époque de sa disparition, il était devenu une figure respectée dans les cercles scientifiques de la région. Il travaillait comme chercheur indépendant, consultant pour plusieurs institutions gouvernementales qui souhaitaient comprendre l'écosystème forestier guyanais. Il avait publié 14 articles dans des revues scientifiques prestigieuses. Ses recherches portaient principalement sur les espèces de plantes médicinales et les interactions complexes entre les différentes couches de la forêt tropicale. Mais Armand était bien plus qu'un simple biologiste. Ceux qui le connaissaient décrivaient un homme doux, presque timide en société, mais extraordinairement vivant lorsqu'il parlait de ses découvertes. Il aimait la solitude de la jungle. Ses collègues disaient qu'Armand semblait plus à l'aise parmi les arbres et les lianes qu'avec ses semblables. Sa vie était austère. Un petit appartement à Cayenne qu'il occupait rarement, des vêtements usés, aucun intérêt pour les plaisirs matériels. Il vivait pour la forêt. En 1965, Armand avait rencontré Isabelle Moreau lors d'une conférence scientifique à Cayenne. Isabelle était la fille d'un administrateur colonial, une femme cultivée et intelligente qui partageait la fascination d'Armand pour la nature. Ils s'étaient remariés en 1966. C'était une cérémonie sobre à la mairie de Cayenne. Le couple eut un fils, Laurent, né en juin 1967. Laurent était un bébé de 3 mois lorsque son père a disparu. Le 17 septembre 1967, il faisait chaud. Il faisait toujours chaud en Guyane française à cette époque de l'année. Ce matin-là, Armand avait quitté l'appartement de Cayenne où Isabelle et Laurent dormaient encore. Il avait embrassé son fils endormi sur le front. Il avait pris son Jeep bleu foncé, une Citroën CJ5, pour se rendre à la station forestière de Saül. Cette installation scientifique isolée était située à 152 km au sud-ouest de Cayenne, profondément enfoncée dans la forêt vierge. Armand avait un rendez-vous à la station. Il avait prévenu ses collègues qu'il arriverait en fin d'après-midi et resterait environ 48 heures pour des prélèvements spécifiques. Personne n'avait trouvé son plan inhabituel. Armand effectuait régulièrement ses expéditions solitaires depuis 3 ans. Le trajet jusqu'à Saül durait environ 5 à 6 heures. La route n'était pas vraiment une route à l'époque. C'était une piste qui serpentait à travers la jungle dense. Des arbres géants se dressaient de chaque côté.
créant des tunnels de verdure où la lumière du jour peinait à pénétrer. Les pluies du début septembre avaient transformé certains tronçons en véritables fondrières. C'était le début de la saison des pluies, cette période où la forêt tropicale entre dans une frénésie de vie. Armand avait quitté Cayenne à 6 heures du matin. Isabelle aurait voulu qu'il attende le lendemain, qu'il parte plus tard. Elle avait un mauvais pressentiment, mais Armand avait souri, l'avait rassuré. Il connaissait cette route des dizaines de fois. À 12h30, Armand avait atteint un petit poste d'essence à Regina, un village routier à mi-chemin entre Cayenne et Saül. Un homme nommé Gilbert Rousseau, qui tenait le poste depuis 17 ans, reconnaître le Jeep bleu foncé. Armand avait l'air normal, avait dit Gilbert plus tard. Peut-être un peu préoccupé, mais c'était habituel. Armand achetait 2 litres d'essence, 2 bouteilles d'eau minérale et une barre de chocolat. Il avait payé en espèces. Il avait dit qu'il serait de retour à Cayenne le 19 septembre en fin d'après-midi. À 14h15, Armand avait repris la route en direction de Saül. La piste s'était détériorée après Regina. Armand avait dû réduire sa vitesse à moins de 20 km à l'heure pour ne pas s'embourber. À 17h30, le directeur de la station forestière de Saül, un homme nommé Dominique Barbier, avait remarqué que personne n'était arrivé. Il attendait Armand depuis 17 heures. Dominique avait pensé que la route l'avait retardé. C'était fréquent. Il n'y avait rien d'alarmant à cela. Mais Armand Leclerc n'est jamais arrivé. À 19h, Dominique avait commencé à s'inquiéter. À 20h, il avait envoyé 2 hommes en jeep vers Regina pour voir si quelque chose s'était passé sur la route. Il faisait complètement nuit. Les 2 hommes avaient parcouru la route en sens inverse, leurs phares éclairant à peine 10 mètres devant eux. Ils n'avaient vu aucun signe du Jeep bleu foncé, aucun accident, aucune trace. Ils avaient atteint Regina et parlé à Gilbert Rousseau, qui confirma qu'Armand avait quitté le poste d'essence à 14h15. Après cela, le silence complet. Le 19 septembre, à 10 heures du matin, Isabelle Leclerc avait commencé à s'inquiéter sérieusement. Son mari n'était pas rentré. Elle avait attendu toute la nuit, écoutant chaque bruit, chaque son susceptible d'annoncer son retour. Elle avait téléphoné à la station forestière de Saül. Dominique Barbier avait confirmé ses craintes. Non, Armand n'était pas arrivé. Oui, on avait tenté de le chercher. Non, on n'avait rien trouvé. Isabelle appela la gendarmerie. Les gendarmes de Cayenne avaient d'abord pensé à un accident routier banal. Un jeep qui s'enfonce dans un fossé. Un conducteur qui n'aurait pas pu maîtriser le véhicule. Ils organisèrent des patrouilles le long de la piste de Saül. Pendant 3 jours, une demi-douzaine de véhicules roulèrent lentement, scrutant chaque côté de la route. Rien. Le 22 septembre, on organisa une recherche aérienne. Un petit avion survola la région, parcourant les zones boisées, visibles depuis l'air. Rien non plus. La forêt garde ses secrets. La jungle dense, avec ses arbres hauts de 50, 60, parfois 80 mètres, cache facilement un petit jeep. Elle le cache parfaitement. C'est à ce moment-là que les théories avaient commencé à proliférer dans les petits cercles de Cayenne. Certains parlaient d'un accident inexplicable. D'autres mentionnaient des histoires de bandits qui opéraient dans la région. Il y avait des rumeurs. Toujours des rumeurs. Et des regards qui se posaient sur Isabelle avec des questions silencieuses. Mais la gendarmerie avait un problème majeur. Pas de corps, pas de débris, pas de crime évident, sans preuve tangible, sans jeep, sans accident matériel, qu'aurait-on pu faire? Officiellement, Armand Leclerc était porté disparu, possiblement décédé. Mais personne ne pouvait le confirmer. Pour Isabelle, la vie s'était arrêtée le 17 septembre 1967. Elle devait élever seule son fils Laurent. Les années passaient, mais le deuil restait suspendu. Un deuil sans confirmation, un deuil sans certitude. Laurent avait grandi sans père. Il n'avait aucun souvenir d'Armand.
Comment aurait-il pu en avoir? Il avait à peine 3 mois lorsque son père avait disparu. Mais il avait grandi avec l'absence. Cette absence était palpable. Elle était partout, dans les silences, dans les regards des autres, dans les questions qu'on ne posait jamais. Laurent avait suivi une formation scientifique à l'Université des Antilles-Guyane à Cayenne, inspiré par les histoires que sa mère lui racontait sur son père, des photographies jaunies, des articles de journaux, des interviews avec des collègues. Sa mère avait reconstruit Armand pour lui, pièce par pièce, comme un puzzle dont certains morceaux manquaient à jamais. Laurent avait quitté la Guyane à l'âge de 22 ans pour étudier en métropole. À 28 ans, il était biologiste lui-même, travaillant dans un laboratoire à Lyon. Sa vie ressemblait en surface à celle d'un scientifique urbain ordinaire. Mais quelque chose le tourmentait. En 1992, à l'âge de 25 ans, Laurent avait pris une décision. Il allait retourner en Guyane. Il allait tenter de découvrir ce qui s'était passé. Il avait trouvé dans les archives municipales de Cayenne des rapports fragmentaires sur l'enquête initiale. Il avait étudié les dépêches de la gendarmerie. Et il avait remarqué quelque chose que les enquêteurs de 1967 avaient peut-être omis. Le rapport officiel mentionnait que la piste se divisait en plusieurs chemins de terre environ 41 km après Regina. Des voies plus obscures qui divergèrent de la route principale. L'enquête initiale avait suivi la piste principale. Personne n'avait systématiquement exploré ses branches latérales. Isabelle avait d'abord objecté. Elle avait peur que son fils ne se perde lui aussi. Mais Laurent avait été ferme. Il avait des contacts. Il avait accès à des ressources que sa mère n'avait pas eues 25 ans plus tôt. Au cours des années suivantes, de 1992 à 1998, Laurent avait passé ses congés à Cayenne, effectuant des recherches méthodiques. Il explorait les zones adjacentes à la piste principale, retournant régulièrement en Guyane, malgré les déceptions répétées. Son travail au laboratoire de Lyon occupait la majorité de son temps, mais la recherche de son père l'obsédait. Il avait parlé aux gens qui se souvenaient encore d'Armand. Gilberte Rousseau, le tenancier du poste d'essence, avait pris sa retraite mais vivait encore dans la région. À 75 ans, sa mémoire n'était pas impeccable, mais il s'était souvenu de certains détails. Armand avait mentionné qu'il devait explorer une zone spécifique à environ 40 km au-delà de Regina. Une région où ses collègues avaient repéré des espèces rares de plantes médicinales. C'était exactement 40 km du point de bifurcation que Laurent avait identifié dans les archives. En janvier 1998, Isabelle décéda. Pas de maladie spécifique. Elle s'était éteinte graduellement, comme si le poids de cette question sans réponse l'avait consumée de l'intérieur. Elle n'avait pas connu la fin de l'histoire. Elle n'avait pas vécu assez longtemps pour découvrir ne serait-ce qu'une fraction de la vérité qu'elle avait attendue pendant 31 ans. Laurent avait assisté aux funérailles. Il avait demandé qu'Isabelle soit incinérée selon ses dernières volontés. Avec sa mère disparue, quelque chose en lui s'était transformé. La recherche passive avait cédé la place à une obsession. Laurent savait qu'il ne pouvait pas sauver sa mère. Mais il pouvait faire quelque chose pour elle. Découvrir la vérité. Avant d'organiser une expédition finale et décisive, Laurent avait demandé un congé sabbatique de son laboratoire à Lyon. Il savait que c'était probablement sa dernière chance. Pendant 6 ans, il avait cherché. 6 ans de fin de semaine, de congés utilisés, de ressources investies. Les autorités locales commençaient à trouver ses recherches obsessionnelles. Et Laurent lui-même sentait que si la réponse n'était pas trouvée bientôt, elle ne le serait jamais. Le 3 mai 1999. Laurent et ses 3 guides progressaient lentement à travers la jungle épaisse. Des hommes locaux qu'il avait engagés à un tarif généreux. Ils n'avaient ni espoir particulier, ni attente. C'était leur 4e semaine d'exploration intensive dans cette région précise. Ils avaient fouillé 43 zones différentes au cours des années précédentes.
À ce stade, la plupart des gens auraient abandonné. Mais Laurent n'était pas la plupart des gens. C'est un des guides, un homme nommé Étienne d'environ 52 ans, qui l'avait vu en premier. Une forme orange, une couleur qui ne devrait absolument pas être là, au milieu de cette forêt vert noir et grise. Ils s'étaient approchés, coupant les lianes avec leurs machettes, écartant les fougères géantes, avançant lentement. Le jeep bleu foncé était enfoncé dans le sol, partiellement absorbé par la forêt. Les pneus avaient disparu depuis longtemps. La carrosserie était entièrement recouverte de lianes, de mousse, de champignons. Les vitres avaient explosé. Le volant était cassé. Les sièges s'étaient effondrés. À l'intérieur, étendu sur ce qui avait autrefois été le siège du conducteur, il y avait un squelette. Laurent ressentit une sensation étrange. Une combinaison de soulagement et de douleur. C'était vrai. Son père avait disparu. Il était mort ici, seul dans cette forêt, il y a si longtemps. Les os étaient jaunâtres. Certains avaient été rongés par les rongeurs. Le crâne était globalement intact, un globe jaune qui regardait le ciel tropical. Le reste du squelette était partiellement désarticulé, les os éparpillés dans la cabine du Jeep. Laurent dut s'asseoir. Il avait du mal à respirer. Un des guides lui apporta de l'eau. La police, alertée par Laurent via radio, arriva 3 jours plus tard. Le site avait été cordé, documenté, photographié. Les os avaient été soigneusement collectés. Le Jeep fut examiné. L'analyse avait lieu à Cayenne, 3 semaines après la découverte. Mais 32 ans s'étaient écoulés. Les os ne racontent pas beaucoup d'histoires, après si longtemps. Les tests d'ADN furent tentés. Un laboratoire privé à Bordeaux accepta de traiter les échantillons. Mais après 4 semaines d'analyse, le résultat fut décevant. Les os avaient subi une dégradation trop importante. Le rapport technique conclut que les résultats étaient inconclus et peu fiables pour une identification positive. Laurent demanda si on pouvait comparer avec l'ADN d'Isabelle. Les autorités expliquèrent le problème. Isabelle avait décédé en 1998 et avait été incinérée. Il n'y avait aucun matériel génétique utilisable. Et Laurent lui-même? Pourrait-on utiliser une comparaison père-fils? Techniquement, oui, mais une relation de père à fils pouvait être établie avec une probabilité de 99,9%. Ce n'était pas une identification positive. C'était une probabilité. Et la loi française exigeait davantage. Les autorités explorèrent une autre avenue, les dossiers dentaires. Armand avait consulté un dentiste en Guyane, un docteur Méhul qui avait été son dentiste de 1964 à 1967. Le docteur Méhul était décédé en 1982, mais ses dossiers avaient été dispersés. Après une recherche minutieuse, les autorités localisèrent certains dossiers. Oui, parmi eux se trouvait un dossier pour Armand Leclerc, contenant un diagramme dentaire détaillé et même quelques photographies. Un odontologue légiste fut engagé pour comparer la dentition du squelette découvert avec les dossiers de 1967. Après 3 semaines d'analyse comparative, il rendit son rapport. Certaines caractéristiques correspondaient. Une couronne dentaire distinctive sur la molaire supérieure gauche, un certain pattern de détérioration, mais d'autres aspects ne correspondaient pas, de manière cohérente. L'expert conclut que les données étaient suggestives, mais non définitives. Il y avait compatibilité probable, mais pas certitude absolue. Laurent lut ce rapport 3 fois. Compatibilité probable, suggestif, non définitif. Ce n'était pas « c'est votre père », c'était « c'est probablement votre père ». À l'intérieur du Jeep, parmi les débris, on avait trouvé des objets personnels. Une montre-bracelet, presque complètement rouillée et corrodée, dont le mécanisme était devenu méconnaissable. Une alliance en or, portant l'inscription gravée A.L. I.M. 1966. Armand Leclerc et Isabelle Moreau, mariés en 1966. L'alliance.
Laurent la tint dans ses mains tremblantes. Il pouvait voir l'inscription. Son propre nom, en quelque sorte, inscrit dans le métal aurifère par deux personnes qui n'avaient jamais pensé que 32 ans s'écouleraient avant que quelqu'un ne la retrouve. En novembre 1999, la gendarmerie royale de la Guyane française rendit sa conclusion officielle. Le dossier était déclaré fermé par découverte présumée du corps. Présumé. Le mot frappa Laurent comme une gifle. Pas confirmé. Pas positive. Présumé. Selon le rapport officiel, sur la base des éléments suivants, la localisation du véhicule immatriculé à Armand Leclerc, la découverte d'une alliance gravée à son nom et à celui de son épouse, l'analyse anthropologique compatible avec l'âge estimé du défunt et la compatibilité partielle des données dentaires, les autorités concluaient qu'il était probable que le squelette découvert soit celui de Dr Armand Jean Leclerc, décédé dans un accident de circulation le 17 septembre 1967. Probable. Pas certain. Probable. Cela signifiait que légalement et administrativement, Armand Leclerc était mort. Son certificat de décès fut modifié. Son dossier fut fermé. Mais techniquement, scientifiquement, il n'y avait aucune confirmation absolue. Quant à la cause du décès, les enquêteurs présentèrent leur théorie la plus probable. Armand avait dévié de la piste principale. Il s'était engagé sur l'une des voies latérales. Peut-être avait-il cru atteindre un raccourci. Peut-être s'était-il simplement égaré. Le Jeep s'était enfoncé graduellement dans une zone basse et marécageuse. Sans secours, sans possibilité de sortir du véhicule, Armand aurait été piégé. Les enquêteurs estimaient qu'il était probablement décédé de déshydratation. Un tendon, véhicule fermé sous le soleil tropical. Sans eau, sans possibilité de sortir. 3 à 7 jours au maximum avant que le corps ne cesse de fonctionner. Ou peut-être du choc, ou du stress, ou d'une blessure interne qu'il ne pourrait jamais documenter avec les restes calcifiés. Les os ne disent pas tout. Les os gardent aussi leurs secrets. Laurent passa 6 mois en Guyane après la découverte. Il loua une maison à Cayenne. Il marcha dans les rues que son père avait parcourues. Il visita l'appartement où il était né, où son père avait embrassé son front ce dernier matin. L'immeuble était le même, mais les habitants avaient changé. Personne ne se souvenait d'Armand Leclerc. Il parla à Gilbert Rousseau, maintenant âgé de 90 ans. L'ancien tenancier du poste d'essence lui dit que votre père était un bonhomme, discret, poli. Il parlait toujours de ses plantes, de ses recherches. Gilbert se souvenait qu'il avait un sourire léger. Pas le sourire d'un homme heureux, mais le sourire d'un homme qui savait où il allait. Laurent consulta les archives scientifiques. Il trouva que 3 des publications d'Armand restaient citées par d'autres chercheurs. 3 articles, 32 ans après sa mort, continuait à contribuer à la science. Son père, en quelque sorte, n'était pas complètement oublié. Avant de quitter la Guyane, Laurent organisa un service commémoratif simple. Juste quelques personnes, des collègues scientifiques. Gilbert Rousseau, maintenant très âgé. Le directeur de la station forestière de Saül, qui avait attendu Armand ce jour-là en 1967. Il demanda qu'une plaque soit placée sur la tombe d'Isabelle au cimetière de Cayenne, et une autre plaque qu'il fit installer dans la forêt, à proximité du lieu de la découverte. Presque 25 ans ont maintenant passé depuis la découverte du Jeep et des restes dans la forêt tropicale de Guyane française. Laurent, maintenant un chercheur reconnu, a écrit un article académique sur l'affaire intitulée « L'incertitude permanente », quand la science rencontre l'absence. Voici ce que nous savons avec une certitude raisonnable. Un homme a conduit un Jeep en direction de Saül le 17 septembre 1967. Un Jeep immatriculé à Armand Leclerc. Il n'est jamais arrivé à destination. Un Jeep immatriculé à Armand Leclerc a été découvert profondément enfoncé dans la forêt tropicale 32 ans plus tard. Dans ce Jeep se trouvaient les restes osseux d'un homme qui semblait être d'âge, de taille et de composition dentaire compatible avec Armand Leclerc. En ce Jeep se trouvait également une alliance gravée A, L, I,
M. 1966. Il est hautement improbable que ce soit quelqu'un d'autre qu'Armand Leclerc. Voici ce que nous ne saurons jamais avec certitude absolue. Si c'était vraiment lui, comment exactement il a quitté la route? Si c'était un accident ou quelque chose d'autre? Combien de temps il a agonisé avant que la fin arrive? S'il a compris ce qui lui arrivait? S'il a pensé à sa femme, à son fils, à la vie qu'il aurait dû vivre? Ces questions resteront à jamais prisonnières dans la forêt tropicale. La jungle les a englouties, et elle ne les rendra jamais. Laurent Leclerc a continué sa vie. Il s'est marié, il a eu des enfants, il a mené une carrière respectable en biologie scientifique, mais il porte en lui une certitude étrange et permanente. Il n'a jamais vraiment découvert ce qui était arrivé à son père. Il a découvert des restes. Il a découvert des indices. Il a découvert une probabilité. Mais ce n'est pas une réponse. C'est simplement une absence avec une forme. Et peut-être que c'est cela le vrai mystère de cette affaire, pas ce qui s'est passé le 17 septembre 1967. Mais ce qui se passe quand on cherche un mort et qu'on ne trouve que l'impossibilité de savoir. Car au final, nous ne découvrons pas vraiment la vérité. Nous découvrons seulement les limites de ce que la vérité peut révéler. Armand Leclerc reste probablement mort. Son fils, Laurent, reste probablement satisfait que le mystère ait au moins une conclusion, même si cette conclusion ne satisfait jamais vraiment. Et la forêt tropicale de Guyane française continue son travail éternel, transformant tout en terre, en mousse, en oubli. Voilà l'histoire. L'histoire d'un biologiste disparu. L'histoire d'un fils qui a cherché pendant 32 ans. L'histoire d'une découverte qui n'était pas vraiment une découverte, mais plutôt la confirmation de ce que tout le monde avait toujours su probablement. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que c'était réellement Armand Leclerc? Laissez-moi vos théories dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager cette histoire avec ceux qui aiment les mystères non résolus et les énigmes qui restent à jamais suspendues entre la certitude et le doute. Et si vous avez un cas similaire que vous aimeriez que nous couvrions, dites-le moi en commentaire. À bientôt pour une nouvelle enquête.